Ah, les satellites, ça sert à plein de choses, à communiquer, à observer, enfin plein de trucs quoi. Sauf que... Finalement, on se demande encore si ces satellites de télécommunication ont une quelconque utilité et s'ils ne sont pas là pour créer un décor d'enfumage, un arrière-plan grâce auquel l'humanité garderait quelque part dans sa conscience les yeux toujours tournés vers les étoiles. C'est beau ce que tu dis, Rock. Oh putain, la luciole! Une luciole au plafond! Putain de luciole! Bon, on lance au truc. 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage. Question. Si je pose simplement un objet à 400 km d'altitude sur l'altitude de l'ISS, alors il se passe quoi? Une petite idée? Il arrive à l'altitude de l'orbite et tourne? Il prend une autre orbite que l'ISS? Non, pas d'idée? Les orbites ne sont pas des objets physiques, ce sont juste des équilibres mathématiques entre vitesse, trajectoire et régis par la loi de Newton. Bon, on pourrait en effet partir de Newton, mais visiblement le gars est pas aimé. Encore un type haut placé qu'on vient nous imposer alors qu'on pourrait découvrir le monde par soi-même. Bien justement, d'autres personnes que ce bon vieux Isaac se sont posées 2-3 questions. Et tenez là, regardez la trajectoire d'Ariane 5. Elle s'incurve pour lui faire prendre de la vitesse par rapport à la rotation de la Terre et amener les satellites qu'elle contient en orbite. Alors, vous l'avez trouvé la réponse? Bah oui, si on amène simplement un objet à 400 km, il tombe et il s'écrase. Et pour le comprendre, on va un peu rentrer dans le vif du sujet, mais gentiment. Galilée, Torricelli, Kepler, Copernic, tous ont ajouté une pierre à l'édifice. Je pourrais détailler les apports de chacun et sortir du Wikipédia, mais j'ai promis, pas de calcul et pas trop de détails. Puis pour Wikipédia, vous pouvez aller vous débrouiller tout seul. Avec le recul, on pourrait aussi se dire que tous ces savants sont un peu comme des illuminés, détachés de leur monde, comme des ermites qui sortent des formules qui n'intéressent personne. 2,21 gigawatts. C'est faux, et je vais donc vous raconter l'histoire un peu différemment. La science n'a jamais autant avancé que lorsqu'on a réfléchi à comment péter la gueule à son voisin. Lors d'un siège, il était important de comprendre la trajectoire des boulets. Au départ empirique, le but est tout de même de trouver une loi qui détermine à coup sûr le point d'arrivée du boulet. Et c'est là évidemment qu'interviennent les mathématiciens. Et ceux-ci décrivent invariablement une parabole affectée par la résistance de l'air. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Les progrès de l'artillerie permettent d'atteindre des cibles à plusieurs dizaines de kilomètres, à tel point qu'ils doivent tenir compte de la sphérécité de la Terre. Que devient la parabole lorsque la gravité ne s'applique plus seulement dans une seule direction, le bas, mais que cette direction varie au cours du trajet du projectile? De plus, la valeur de la force de gravité s'affaiblit en altitude, ce qui modifie également la trajectoire. Et bien, à l'arrivée, on obtient une ellipse. Et une ellipse, contrairement à une parabole, est une courbe fermée. Et vous l'aurez compris, un objet qui suit cette ellipse ne tombe pas sur la Terre, bien qu'il soit affecté par la gravité. Que nous dit ce cher Isaac Newton, hein, dans son ouvrage de référence, Principia Mathematica, tant cité? Allons voir directement dans le texte, en fait. Et sur le site Gallica, on peut consulter l'ouvrage Principia Mathematica d'Isaac Newton, et il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Page 4, nous avons quelque chose de fort intéressant. Je lis, donc c'est la traduction française, hein, vous aurez compris, hein, sinon je l'aurais pas mise.
Ainsi, si un boulet de canon a été tiré horizontalement du haut d'une montagne, avec une vitesse capable de lui faire parcourir un espace de 2 lieues avant de retomber sur la Terre, avec une vitesse double, il ne retomberait qu'après avoir parcouru à peu près 4 lieues, et avec une vitesse décuplée, il irait 10 fois plus loin. Pourvu qu'on n'ait point d'égard à la résistance de l'air. Voilà. Et en augmentant la vitesse de ce corps, on augmenterait à volonté le chemin qu'il parcourrait avant de retomber sur la Terre, et on diminuerait la courbure de la ligne qu'il décrirait, de sorte qu'il pourrait ne retomber sur la Terre qu'à la distance de 10, 30 ou de 90 degrés. ou qu'enfin, il pourrait circuler autour sans y retomber jamais. Et même s'en aller en ligne droite à l'infini dans le ciel. Voilà. Isaac Newton, 18e siècle, il envisage déjà la possibilité des satellites. En résumé, c'est parce qu'on avait des besoins très concrets qu'on a fait des observations et qu'on en a déduit des lois. Ces lois nous ont bien démontré que pour qu'il y ait une trajectoire elliptique, eh ben, il faut que la Terre soit sphérique, sinon ça ne marche pas. Hein. Si on est sur une Terre plate, toutes les trajectoires seront forcément paraboliques. Pas de satellite possible. Et donc il faut nous expliquer en fait qu'est-ce que c'est que la Lune. Alors c'est pas un satellite. Comment elle tient là? Pourquoi elle tombe pas? Bon, c'est pas le sujet du jour. Du coup, le fait que les satellites existent est un peu un problème quand on croit à la Terre plate. Donc il faut absolument que les satellites n'existent pas. Ce qui nous amène à la méthode d'investigation de chercheurs de la vérité. Gardez en mémoire ce schéma pour la suite, il va nous servir. D'abord, je construis ma réalité alternative, mais des éléments vont à l'encontre de mon scénario. Si ces éléments donc ne sont pas perceptibles, je vais les nier. Et si jamais on ne peut pas nier des choses qui sont bien visibles, on va inventer une nouvelle explication pour contourner le problème. Quand on commence simplement en tapant Terre plate satellite sur YouTube, première réponse qui sort, et puis avec beaucoup de vues, hein, c'est sur une histoire de câble sous-marin. Donc là je vous montre une vidéo de Ewan Henke qui a repompé, où on y voit, on apprend que 99% du trafic internet passe par des câbles sous-marins. Moi ça me surprend pas, mais apparemment il y a des gens qui sont surpris. Et c'est censé être un argument qui nous explique en gros que comme tout passe par câble, il n'y a pas besoin de satellite. Alors, Ewan Henke ne donne aucune explication, hein, il fait que pomper la vidéo. Mais sur d'autres vidéos, on a un peu plus de détails. Notamment ITV, hein, qui est juste en dessous, là, donc je vous laisse écouter ITV. Ce processus de câblage est décrit comme lent, fastidieux et coûteux, ce qui n'empêche pas 99% des données mondiales d'être transmises par ces câbles posés au fond des océans. En fait, c'est 100%, mais laissons 1% dans le domaine des satellites inutilisables. Si la communication satellitaire est si efficace, pourquoi Google dépense autant d'argent pour creuser des tranchées au fond des océans? Parce que s'il y avait un autre moyen, je vous fiche mon billet que ces types s'arrêteraient de creuser immédiatement. Mais il n'existe aucun autre moyen. Donc il leur faut continuer le financement de ces intenses et dispendieux travaux, car ils savent très bien qu'il n'y a pas de plan B. Ils savent parfaitement que la communication par satellite n'existe pas. Bon, une fois qu'on a enlevé hein, toute l'enveloppe de conspirationnisme de Francisou habituel, on a en fait quelque chose de très simple, hein, que j'ai résumé dans ce schéma. Je pense qu'Internet ne passe par le satellite. Quand j'apprends que c'est pas le cas, ben mon Dieu, il me faut une explication. Là où il y a un raisonnement complètement biaisé, c'est qu'on part du trafic Internet qui est gigantesque. Gigantesque. Donc si ça se trouve, pour assurer 1% du trafic Internet, il faut peut-être des dizaines de satellites en fait. C'est comme si je vous disais que 80% des 2 chevaux dans le monde sont en France, donc en France on doit creuser des 2 chevaux partout. Évidemment que non. Tout simplement parce que la quantité totale de 2 chevaux dans le monde est une part infime du parc automobile français. Par contre, si vous voulez trouver une 2 chevaux, il faut venir en France. Ouais, d'accord.
Now the satellites are supposed to be in the thermosphere. Thermo is dealing with heat. Now, how hot are we talking? Okay, well, according to Wiki Answers, the temperature goes from 600 degrees Celsius to 2,000 degrees Celsius. I don't know if you know how hot that is, but that's as hot as a blast furnace. We're supposed to believe that they have these machines in the thermosphere. On est sérieux? Mais quand vous avez un os à ronger, mais vous bouffez mais jusqu'à la moelle, quoi. Et allez, et allez, et allez. Non, on n'a pas compris, hein. Allez, on continue, on continue. At 1,200 degrees Celsius, this is how it would look. Pourtant, il n'y a vraiment pas grand-chose à ronger. Quand on parle de température, hein, on parle d'agitation des molécules. Sauf que là, il y a très peu de molécules arrivées dans la thermosphère. C'est un truc dont on peut faire l'expérience. Vous restez pas longtemps hein, dans une eau à 15 degrés. Alors qu'à l'inverse, vous pouvez facilement vous promener dans de l'air à 15 degrés. Tout simplement parce que la densité des molécules d'eau est bien plus élevée. Du coup, comme il y a cette densité, ça facilite les échanges thermiques. Et on se refroidit au contact d'un liquide, hein, de l'eau. A l'inverse, dans l'air, il y a moins d'échanges thermiques. Et dans l'espace, la densité est tellement faible que même si les molécules les quelques molécules hein, qui restent, sont à des températures très élevées, ça n'a aucune incidence, finalement. Pour vous montrer, il faudrait faire une expérience. Vincent, s'il te plaît, le casse-cou, là. Je crois que tu as déjà fait ça. Certains marchent sur la braise. Moi, comme Thomas Pesquet, je suis prêt à affronter la thermosphère, c'est-à-dire des températures avec des atomes à 1200 degrés. Et encore plus fort que lui, moi je fais ça sans aucune protection. Démonstration. Il me semble que la démonstration est faite, que l'ISS peut supporter la thermosphère. À bon entendeur, salut. And of course you have rocket propulsion. Now, I didn't even write any notes for this one because this one is so ridiculous. So you mean to tell me they're using rockets in space? But they said that in space is a vacuum. How are you pushing against nothing? It doesn't make any sense. Alright, let me give you an example. Let's say you have a boat. Now with the boat, you have the oars or the propeller. The propeller of the oars are pushing against water. Let's say you take the boat outside of the water and you're still, pushing the propeller or spinning the propeller and you're still, rowing the boat. You're not going to go anywhere. That's the same principle for rockets. In the Earth's atmosphere, you have an atmosphere to push against. So when you blast a rocket, you'll go forward. Comment pouvez-vous imaginer qu'une fusée de 750 tonnes au décollage s'appuie sur l'air? On devrait tous voler en battant des bras dans ce cas. Comment on peut être à ce point feignasse de ne même pas chercher à comprendre comment marche un moteur à réaction, ni simplement aller sur Wikipédia? Je vais même pas expliquer comment ça fonctionne, il y a suffisamment d'aide, suffisamment de vidéos sur ce sujet. Je vais juste passer à l'argument suivant, si tant est qu'on puisse parler d'argument tellement c'est bidon. Petite pause
et rappel de la méthode de recherche. Alors, vous avez bien tout suivi ? Pour l'instant, nous avons vu des exemples simples où le platiste ne veut pas comprendre ce qui ne le concerne pas directement. La thermosphère, les propulsions par réaction, les télécommunications, tout ça est facile à occulter par ignorance, même si c'est aussi très facile à comprendre. Mais que se passe-t-il lorsque les satellites sont directement applicables dans notre vie ? On ne peut pas les nier là. Il faut trouver des parades. Mais la Flat Truth Research Laboratories a déjà trouvé des réponses. Les satellites en orbite, la station spatiale, tout ça n'existe pas. Toutes les images vidéo, les photographies produites par la NASA, par Hubble ou d'autres sources officielles sont toutes des images générées par ordinateur. La question des images de synthèse est très intéressante, mais vous ne poussez pas assez loin votre réflexion. Par exemple, confronter la véracité des images à celle du discours qu'elles portent. On peut illustrer un vrai discours avec des images retravaillées et mentir avec des images vraies. Et c'est une question que se posent toujours les photographes. Est-ce que ma photo est fidèle à ce que je veux montrer ? Et il est parfaitement naïf de courir après une photo vraie. Le problème de l'image, c'est que nous mettons des émotions avant de réfléchir à leur contenu. Et qu'elles-mêmes ne disent pas tout. Que les photos soient brutes ou retravaillées, il faut parfois connaître leur contexte pour bien comprendre leur sens. Sinon, on réagit avec nos seules émotions et on peut être totalement à côté de la plaque. Après ces quelques exemples hors sujet mais parlants, revenons à nos images de l'espace. Je ne vais pas vous apprendre que l'œil humain ne perçoit qu'un spectre lumineux réduit, et qu'en conséquence, ce que nous percevons comme vrai ne l'est déjà pas vraiment. Alors, quand une sonde prend une photo dans un spectre invisible, l'infrarouge par exemple, impossible d'observer l'image brute, et si nous voulons nous la représenter, il faudra forcément passer par du traitement. Et en fait, à l'ère du numérique, toutes les photos sont issues de traitements informatiques. Ce qui nous ramène à notre question première, ce qui compte, ce n'est pas s'il y a traitement ou pas, mais est-ce qu'il y a tromperie ou pas. On peut classer en plusieurs catégories. Traitement nécessaire pour être compris, c'est le cas précédent. Traitement esthétique en additionnant plusieurs canaux, par exemple. La photo n'est alors pas réelle, mais elle n'a pas d'autre objectif que sa beauté. C'est l'une des photos les plus détaillées qui ait jamais été réalisée de notre galaxie. Sa résolution est de 100 millions de pixels, contenue dans plus de 1000 photos individuelles, prises dans les endroits les plus obscurs de la Terre. Ces photos ont ensuite été laborieusement assemblées pour créer cette vue saisissante. Les photos techniques qui sont là pour illustrer un propos, ce sont les plus utilisées par les conspirationnistes, alors qu'il est évident qu'on ne va pas envoyer un autre satellite juste à côté du premier, juste pour le prendre en photo. Au prix du lancement, c'est juste fantaisiste. Évidemment, ils oublient les vraies photos de Hubble prises depuis la navette spatiale. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'avec les moyens informatiques dont nous disposons aujourd'hui, les photos peuvent être facilement falsifiées, ce qui pose le problème de l'image comme preuve. Et là, il serait bon que les platistes cessent de chercher des preuves par l'image et se mettent un minimum à l'astronomie, les mathématiques et la logique. Ça fait des siècles qu'on sait que la Terre est sphérique. Ça fait un siècle seulement qu'a été inventée la photo. Cependant, les ordinateurs et Photoshop ont beau être puissants, ils ne sont pas assez pour créer toutes les 2 heures des photos avec rotation de la Terre, évolution des nuages qui concordent avec d'autres satellites, cartes météo et cartes marines. Parce que là, je crois que le complot intègre tous les êtres humains sauf les plateux. Enfin, les photos manipulées, c'est-à-dire qu'on les modifie puis on fait croire qu'elles sont vraies, ou bien on prend une image brute, non CGI, mais on va déformer son sens. Là, il y a volonté de mentir. Dans ce dernier cas, je vois en tout cas 2 exemples, des images floues d'étoiles et la carte de la Terre plate, parce que ça, c'est un CGI. Et vous avez une antenne parabolique comme celle-ci, sur laquelle le signal envoyé par le satellite depuis le ciel rebondit ici pour se diriger là, sur le capteur de signal, qu'il envoie au compteur satellite, puis au récepteur satellite, juste là. Incroyable. Cet homme croit innocemment que le signal vient du ciel. Mais si le signal vient du ciel, alors pourquoi l'antenne n'est-elle jamais dirigée directement vers celui-ci ?
Ah non mais j'adore la technique de manipulation. Tu prends un cas particulier pour un cas général, quoi. Alors qu'il suffit d'aller chercher sur internet des images et tout de suite on va voir que c'est complètement bidon et que en fait les antennes sont bien orientées vers le haut, quoi. Ah ouais c'est un... Ah non, elles sont bien orientées presque à l'horizontale, hein. Putain, il a raison ce con. Et c'est où ça? Ouais, c'est à Montréal, dit. C'est incroyable. Et il a pas cherché plus loin, quoi. Il a des antennes qui sont horizontales et c'est tout. On s'arrête là. Parce que là, moi, j'en ai cherché d'autres. Hein. Je vais vous montrer. Hein. Regardez là. On est en Égypte, hein. Et vous voyez, il y a un angle là. Hein. Et puis là, on arrive en Éthiopie. Et là, c'est quasiment à la verticale. Hein. Et puis celles-là, elles sont encore plus au sud, hein. C'est dans l'hémisphère sud, c'est au Zimbabwe. Et là, à nouveau, il y a un angle. C'est un peu comme si... Placés sur un cercle situé à 36 000 km de la Terre, ces satellites tournent au même rythme que notre planète. Ils suivent son mouvement en restant toujours à la verticale d'un même point de l'équateur. Hop. D'accord, argument bidon, on est d'accord. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Je vous la fais courte, hein. Il nous explique après que c'est pas les satellites qui assurent la transmission, et qu'en fait, ce sont des relais comme les relais télé. Bon banal, hein, ça je vous en parle pas. Mais il y en a d'autres qui ont des idées un peu plus tordues, hein, comme l'utilisation des ballons sondes. Voilà. Hop. Mais qu'est-ce que fout ce satellite ici, là? Mais c'est quoi cette connerie? Non mais, règle numéro 1 des conspirationnistes, toujours falsifier ses sources. Et en quelques minutes de recherche, on retrouve la vidéo d'origine, bien entendu. Il se trouve que c'est le projet Stratobus, qui est un projet de recherche mené par Thales. Voilà. Thales étant, par ailleurs, hein, pour info, un gros fabricant d'électronique embarquée, notamment pour les satellites. Elle est pas bonne. Voilà. Bon. Ouais. Allez, on arrête les conneries. Bon, on va arrêter là, parce que, en fait, il y a plein d'autres exemples, hein. Plein d'autres histoires du même genre, plein d'autres pseudo-arguments, qui reposent toujours sur la même chose, en fait. On trouve un exemple où il y a une autre méthode que le satellite, du coup, le satellite est inutile et il n'existe pas. C'est à chaque fois le même schéma, tout le temps. Alors même que ces arguments ne démontrent pas que les satellites n'existent pas. Tout ce que ça montre, c'est que dans certaines utilisations, il vaut mieux utiliser l'avion pour les photos aériennes, hein, ou pour le positionnement, des fois c'est avec des antennes relais, hein, notamment pour les téléphones portables, hein, où là, les téléphones portables vont pas utiliser le GPS, mais des antennes relais de GSM. Mais à chaque fois, vous parlez d'une utilisation très précise, en fait. C'est pas du tout une preuve que le satellite n'existe pas. Voilà. Du coup, moi je vais vous montrer une autre manière de voir les choses, avec un GPS. C'est un exemple qu'on retrouve assez souvent, hein. Et je vais vous montrer l'utilisation croisée du GPS et du site internet qui positionne les satellites. Comme ça, on va bien voir si le GPS utilise des satellites ou non. Ceci est un GPS différentiel. Voilà. C'est un GPS comme les autres, sauf qu'il coûte beaucoup plus cher et qu'il est beaucoup plus précis. Mais le fonctionnement est le même, c'est juste qu'il y a plein de capteurs à l'intérieur là. Et il est relié à ceci. Alors si je suis dans cette position inconfortable, c'est que je vais vous montrer simultanément deux choses.
le GPS me montre en direct les satellites qu'il utilise pour se positionner. Et simultanément, on trouve des sites, je vous mettrai les liens, des sites qui indiquent la position des satellites simultanément. Comme ça, vous verrez que avec deux sources différentes, je vois les mêmes satellites et en plus je les vois se déplacer. Quand même balèze, hein. Donc je vais le mettre alors juste dehors, hein. Alors j'étais un peu en surex avec la caméra, mais bon, tant pis. Et ça va être relié, enfin le GPS après va être relié à ceci, on appelle ça un carnet, mais bon, c'est juste un petit ordinateur. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre que le carnet détecte les satellites et qu'il fasse le calcul. Donc ici, il devrait y avoir bientôt une cible une fois que le calcul sera fait. Ça peut être un peu long. Voilà. Donc là, avec la cible, c'est qu'il a suffisamment de satellites pour déduire une position. Là, on voit les satellites sur cette bon, c'est pas vraiment une carte en fait. Faut comprendre que moi je suis au centre, donc celui qui a le GPS. Je suis au centre de la carte. J'ai le nord en haut et les satellites sont répartis tout autour dans le ciel, sachant que un satellite qui est au milieu est à ma verticale et plus ils sont sur les côtés, plus ils sont proches de l'horizon. Donc plus l'angle est prononcé. Quand les satellites sont très proches de l'horizon, ils sont plus pris en compte dans le calcul parce que la couche de l'atmosphère déforme trop la position. Voilà. Maintenant, je vous mets bien en évidence, je mets bien en évidence les cartes. Alors retenez, regardez bien les noms des satellites, car là maintenant, je vais montrer sur internet. Voilà, et je vais vous montrer la position. Alors, pour info, moi je suis à Lyon. Et donc, on voit ici les satellites. Petite blagounette, mais c'est pas très méchant. Les satellites ont des noms différents. C'est des codes différents, voilà, c'est administratif, rien de bien méchant. Donc moi ici j'ai un certain nom, mais par contre c'est un nom différent qui s'affiche là. Mais si je clique sur la page, je vais avoir le nom réel pour moi. Donc là c'était PRN08, donc qui correspond à GS08, le plus proche, celui qui est le plus proche de ma position verticalement. Voilà. Je reviens là. Et là, vous allez voir. Alors là, en fait, il y a plein de satellites là. Mais il y a plein d'autres. Il n'y a pas que les GPS. J'essaie de n'avoir que. Voilà. De n'avoir que les GPS et pas les autres satellites. Ça ne vous intéresse pas. Là, nous avons donc celui qui est à la verticale, donc c'était celui-là, le 74 qui s'appelle 08. Là, j'ai ici le 27 sur mon carnet. Là, les deux qui sont à l'ouest, ce sont ceux-là, ils sont au-dessus de l'Atlantique. Donc j'ai le 11 et là j'ai le 01, voilà, c'est bien ça. Du coup, petite chose que vous pouvez constater, c'est que les satellites que moi, là, je capte depuis mon récepteur GPS sont, pour certains, au-dessus de l'Atlantique, voire même beaucoup plus loin. Là, vous voyez par exemple, là le G28, il est au-dessus du Canada. Et moi, je le vois. Alors je le vois, par contre, il est trop à l'horizon pour être utilisé. Mais voilà, en tout cas, il le capte. Et même certains qui sont dans l'hémisphère sud. Voilà. Alors 03, il est quand même limite, lui aussi il n'est pas pris en compte, le PRN 03. Donc, comment est-ce possible? Là, les sceptiques vont dire, mais
Mais c'est pas possible, enfin, s'ils sont aussi éloignés que ça, je pourrais pas les voir. Eh ouais, mais petite chose dont il faut se rendre compte, c'est la distance à laquelle sont les satellites. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Ici, je viens dans 3D Globe, je vois donc la position en 3D des satellites par rapport à la Terre. Voilà. Ici, hein, on voit voilà, on voit la Terre. Vous voyez une myriade de satellites hein, autour. Et je m'éloigne. Et les satellites GPS, ils sont ici. En fait, ils sont très très éloignés. Et là, c'est pas l'ISS, là. Hein. On parle pas de l'ISS. Là, je viens ici. Et vous voyez l'altitude. On est à plus de 20 000 km d'altitude. Voilà. Ils sont très 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 éloignés. Revenons à cette histoire de ballon-sonde. Là, je prends les satellites tels que je viens de vous les montrer. Je vais sur Google Earth. Et maintenant, je fais tourner les satellites dans une orbite assez proche de ce qu'elles sont et à la distance de à peu près 20 000 km. J'ai fait comme j'ai pu avec les marges de Google Earth. Voilà. On se déplace comme ça. Et le satellite voit cette surface-là. C'est-à-dire qu'il porte sur toute cette surface-là. Il est visible de tout cet endroit-là. Ça concorde avec ce que je vous ai montré précédemment. Maintenant, je vais me placer à une hauteur, enfin une altitude de à peu près 30 km. C'est-à-dire l'altitude des ballons-sondes, hein, l'altitude maximum, 30-40 km. Je suis un peu plus de 30 km. Et maintenant, je me déplace à 30 km. Vous voyez bien que le ballon-sonde n'a pas du tout la même portée. Même si techniquement c'était possible, chaque ballon-sonde serait vu depuis un tout petit endroit. Et dans ce cas-là, les satellites hein, que je vous ai montrés, si c'était des ballons-sondes, ils seraient du coup beaucoup plus proches de moi. Ils ne pourraient pas être au-dessus de l'Atlantique. C'est pas possible. Petit point supplémentaire sur mon récepteur GPS. Ceci n'est évidemment pas un GPS à main, et il y a une énorme différence à ça. Ce type de GPS, dans les bonnes conditions, c'est-à-dire certainement pas à côté d'un immeuble, dans un immeuble, peut avoir une précision centimétrique. Pour cela, il lui faut avoir une autre position proche à laquelle elle va pouvoir se référer et faire des calculs, d'où le nom de différentiel, on fait des calculs différentiels entre les deux bases, qui va pouvoir grandement améliorer la qualité de la précision. Avant, il y avait un autre, ça existe toujours, il y a un autre modèle, donc c'est le modèle avec base, où on a les deux récepteurs nous-mêmes, on installe les deux. On installe un en fixe, ce que vous avez peut-être déjà vu le long des autoroutes, en construction ou pas, enfin les géomètres utilisent ça. Ils installent du coup leur base, et ensuite eux ils se promènent avec leur propre récepteur, pour avoir une précision centimétrique. Ce matériel coûte cher. Du coup, il y a une autre façon de faire, où on a, c'est mon cas, on a uniquement un récepteur, et la base, elle est figée au sol à travers un réseau. Et du coup, on se connecte au réseau au sol. Et si je vous en parle, c'est que j'ai été surpris que les conspirationnistes là, de Francisou se soient même pas intéressés à ça, et à mon avis, ils sont même pas au courant. Voilà, donc je vous donne un petit argument là, parce que je suis sûr que là vous vous ennuyez un peu. Donc l'argument, il est simple, c'est que effectivement, il existe des réseaux au sol qui permettent d'augmenter la précision des GPS. Mais dire que ça ne fonctionne qu'avec ça, c'est une énorme connerie. Parce que ça coûte une fortune de se connecter au réseau. Dans notre cas, c'est 900 € pour 100 heures d'utilisation. Donc ça va vite.
hein, et on peut certainement pas mettre un fric pareil dans un GPS de bagnole. Il y aura encore beaucoup de choses à rajouter sur les GPS. Je vais juste dire qu'il n'y a pas que le GPS et le GLONASS russe, hein. Les Chinois sont en train également de lancer leur système. Il y a également, évidemment, les Européens avec Galileo. Il y a également, enfin, les Indiens qui ont lancé leur satellite, qui est censé être quasiment opérationnel, mais ils ont des problèmes d'horloge interne, comme le système Galileo au début d'ailleurs. Et si je vous en parle, c'est que pour que les satellites fonctionnent, hein, il faut qu'il y ait une horloge de précision à l'intérieur du satellite, qui envoie en fait le signal, hein, tous les je sais plus combien de millièmes de seconde, hein, envoie un signal avec l'heure à laquelle a été envoyé le signal. Et cette horloge doit tenir compte de la relativité d'Einstein pour être précis. C'est même la principale application de la théorie d'Einstein, hein, le GPS. Et s'il n'y avait pas ça, la précision, elle est absolument pourrie. Et là, c'est des dizaines de mètres d'erreur, voire plus. Voilà. Einstein, hein, encore un gars, certainement, qui dit n'importe quoi hein, sur les conspirationnistes, ou dont les théories sont complètement fumeuses. Si, ça se vérifie. Hein, c'est pas juste, encore une fois, comme Newton, c'est pas un type complètement vaseux, un savant fou dans un laboratoire. Il y a des applications bien réelles. Que conclure de tout ceci? Et bien qu'en gros, on a deux façons de s'en tirer quand on croit la Terre plate. La première solution, ça va être de nier complètement les lois physiques, voire de les contourner, parce qu'en fait on n'a rien compris, du coup on s'invente des lois bis, un peu comme on veut, quoi. Voilà, des fioritures, pas de problème. En répondant à une chose précise avec notre scénario complètement fumeux, on va pas replacer dans un contexte général où là, ça pourrait poser des problèmes. Non. Et la deuxième chose, voilà, technique de l'enfumage, c'est-à-dire qu'en fait, on parle pas des satellites. Quand on parle des photoraïennes, on parle pas des satellites. Quand on parle des antennes relais, bah, on parle pas de satellites. Quand on parle de ballons sondes voilà. Ou même les images CGI, hein, toujours pas un argument sur les satellites. Derrière, c'est uniquement, regardez, on peut faire autrement, donc on n'en a pas besoin. On peut construire les mêmes images sur ordinateur, déjà c'est faux, mais donc on n'en a pas besoin, et c'est tout. C'est du vent. Ce que vous appelez des arguments, c'est du vent. Bonjour, commandant. Bonjour, numéro 1. Nous devons faire appel à votre aide au sujet d'une affaire unique. Attendez quand même avant. Moi, j'ai pas touché mon chèque là ce mois-ci. Devicator, là, il a pris tout l'argent. Moi, j'ai rien eu. Chacun son tour. Hein. Voilà, normal, quoi. Nous comptons sur vous pour lui accorder autant de soins qu'à vos opérations précédentes. Je peux bien accorder du soin, mais enfin, si on me donne les moyens, je pourrais acheter une meilleure caméra, un meilleur son, parce que là, c'est un peu pourri quand même. Hein. Une femme capturée par les extraterrestres a réussi à s'échapper. Ouais, mais c'est ça aussi, laisser passer les reptiliens qui atterrissent sur la Terre. Bon, déjà, ils se rétament la gueule sur le dos, mais bon, ils passent quand même. Faut aller chercher Athéos. Lui, personne le connaît, il est anonyme. Il fera très bien le boulot, quoi. Moi, j'ai une autre mission, là, actuellement. Enfin, je dois quand même intoxiquer hein, les gens pour leur faire croire que la Terre est sphérique. Vous devez la retrouver. Non, mais, numéro 1, vous vous rendez pas compte, là. Actuellement, il y a des gens, ils sont en train de découvrir le complot, là. Ils postent des vidéos sur Internet, ça commence à être dangereux. Je sais pas pourquoi vous faites rien, là. Qu'est-ce qu'elle fait, la CIA, le FBI, là? Faut voir hein, les arguments de fous qu'ils ont, quoi. Pendant des siècles, personne n'a regardé les étoiles. Là, il y a des types, ils regardent les étoiles, et ils se rendent compte que qu'elles tournent ou qu'elles tournent pas, j'ai pas compris, mais en regardant YouTube, ils ont tout vu, quoi. On est foutus. Au revoir, commandant. Nous savons que vous ne nous décevrez pas.